Bienvenue à cette nouvelle rencontre de Saint-Jean, consacrée à un sujet d'actualité s'il en est, l'intelligence artificielle. Et on lui a donné un angle particulier parce qu'on se pose tous la question, faut-il en avoir peur? Pour traiter la question, nous avons la chance d'avoir un expert qui nous fera une petite présentation des grands enjeux de l'IA, il nous dira un petit peu comment ça fonctionne. Et puis bien sûr, après sa présentation, après les questions que je lui poserai, vous aurez tout le loisir de poser vos propres questions. Vous pouvez d'ores et déjà penser à celles qui vous tourmentent pour les lui poser. On fera cette configuration de débat, questions-réponses, s'achèvera autour de 22h30. Voilà, permettez-moi maintenant de vous présenter Pierre Hulot, que je vais rejoindre sur scène dans quelques instants. Après une prépa à Stan scientifique, Pierre est rentré à l'école polytechnique, où il s'est spécialisé très vite en informatique et en mathématiques. Après quoi, il est parti à Montréal faire un doctorat, un mini-doctorat sur l'intelligence artificielle. Il était notamment dans une université qui avait abrité le labo d'un pionnier de l'IA qui s'appelle Yoshua Bengio, pour ceux qui sont initiés sur la question. Donc très vite, il était très proche des pionniers, des fondateurs, de ceux qui ont pensé l'intelligence artificielle. Ensuite, il est rentré en France où il a enchaîné les missions professionnelles dans des startups où il avait la charge d'implémenter les IA au quotidien pour que ça serve aux entreprises. Il s'est beaucoup intéressé à la question de la traduction opérationnelle des IA dans les entreprises. Il a enchaîné comme ça plusieurs missions dans différentes startups, et puis depuis un an, il travaille dans une startup qui s'appelle Cloud Ex Machina, il vous en dira plus tout à l'heure, où là encore, il implémente avec des agents, c'est une notion qui vous semblera certainement plus familière dans 2 heures, des IA. Voilà. Eh bien, je vais le rejoindre, et puis je vais lui poser une première question qui est: Pierre, comment se fait-il que tu te sois intéressé si vite à ce sujet de l'IA? En fait, je suis naturellement allé vers ce sujet-là en école, de par mes compétences, mon attrait pour les mathématiques et l'informatique qui sont en fait au cœur de cette intelligence artificielle. Et donc, ce qui m'a amené naturellement à prendre cette voie qui était en pleine expansion au moment où j'étais en école d'ingénieur. Une rencontre entre tes compétences et ton goût, et puis l'activité, si je puis dire, l'activité technologique. Exactement. Alors, quand on a préparé un petit peu ce débat, très vite, tu m'as dit, il faut, pour rentrer un peu, pour être un peu précis, un peu rigoureux, il faut parler de LLM. Exactement, c'est un terme qu'on va pas mal utiliser ce soir. Il s'agit du terme technique pour désigner les ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, enfin toutes ces IA qu'on voit émerger au quotidien autour de nous et qui sont regroupés sous ce terme LLM, qui veut dire Large Language Model, ou en français grand modèle de langage. Alors justement, ce soir, je ne voudrais pas être jargonnant. Moi, le premier, je ne suis pas du tout au fait des questions techniques, mais on voudrait que la soirée soit très interactive, parce que je vais poser des questions à Pierre, et parce que, bien sûr, ensuite, vous aurez la possibilité de lui poser vos questions, mais on a trouvé bon, dans un premier temps, de faire un petit récap, de vous donner les notions de base sur l'intelligence artificielle, notamment sur les LLM. Donc, Pierre, si tu veux bien, je te propose, peut-être pendant 15 minutes, de faire un peu un état des lieux de l'IA, de nous expliquer un peu les fondements, les modes de fonctionnement de l'IA. Et peut-être que déjà, on verra s'il y a des choses qui vous font peur ou pas. Merci Philippe. Alors, j'ai trouvé important de commencer cette conférence par une présentation de qu'est-ce que c'est un LLM, un ChatGPT, comment ça marche, parce que c'est essentiel pour comprendre comment l'appréhender. Donc, je vais commencer par vous faire une présentation en 5 points. D'abord, je vais vous préciser de quoi on parle quand on parle de LLM.
Ensuite, je vais vous présenter assez succinctement, désolé pour les petits détails techniques, mais je pense que c'est important de passer par là, le fonctionnement d'un LLM. Ensuite, on va s'arrêter un petit peu sur l'importance du contexte, qui est un élément clé pour ces agents, pour ces IA. Ensuite, on va passer sur un dernier point, c'est comment on rend ces LLM capables, c'est-à-dire capables d'agir dans notre monde, capables de pallier aux problématiques de base les limites existentielles qui les gouvernent. Et enfin, un dernier point qui est particulièrement à la mode, qu'on entend beaucoup parler, c'est les hallucinations. Qu'est-ce que c'est et comment on peut en parler? Donc, pour commencer, quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on? Je vous ai mis ici 3 grands domaines de l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, Philippe m'a dit que j'avais commencé dans l'intelligence artificielle. En fait, moi, j'ai commencé dans les modèles mathématiques. Parce que quand je suis sorti d'école, les LLM, ça n'existait pas. Donc, et petit à petit, on est passé de l'un à l'autre, et j'ai vu un peu toute cette intelligence se mettre en place, et tous ces modèles se développer. Ces différents domaines sont très larges, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement les LLM. La partie génération d'images, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est très vaste. On pourra en parler une prochaine fois avec plaisir si vous voulez. Éventuellement dans le cadre des questions-réponses. Ou dans le cadre de questions-réponses. Bon, maintenant il va falloir aller dans le cœur du sujet. Comment on entraîne un LLM? Donc, pour ça, en fait, on va voir le LLM, il s'entraîne en 2 phases. Une première phase qu'on va appeler pré-entraînement, et une deuxième phase qu'on va appeler affinage. Le pré-entraînement, en fait, dans le principe, c'est très simple. On va prendre tout Internet, autant de données textuelles qu'on peut trouver. Plus on en a, mieux c'est. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, ChatGPT utilise de l'ordre de 10 000 milliards de mots. Il vous faudrait 30 000 ans à 10 mots par seconde pour les lire. Pierre, je me permets juste de rajouter, parce que ça m'a bien éclairé quand tu en as parlé, le fait que le fonctionnement, c'est vraiment un fonctionnement purement statistique. Hein. D'accord, ok. Une fois qu'on a pris tous ces mots, en fait, on va découper les phrases en début de phrase et on va demander à un algorithme statistique de mettre une probabilité sur le mot suivant. Par exemple, si je prends « il pose son sac sur là », ben en fait, par exemple, un mot qui va être très probable, c'est table, chaise, un peu moins probable, banquette, commode, terrasse, et ainsi de suite. Et on va faire ça pour la totalité du dictionnaire. Donc, beaucoup de mots. Une fois qu'on a cette distribution de probabilité, on va pouvoir choisir un mot. On va choisir en fonction de cette probabilité qu'on a associée. Il y a plein de façons de faire, on n'a pas rentrer dans le détail. Et ainsi de suite, comme ça, on va construire une phrase en fait en prenant les mots un par un, comme ça, en rajoutant les mots un par un de façon statistique. On va prendre en gros le mot le plus probable qui suit. Et ça va nous donner une phrase vraisemblable. C'est un mot qui va revenir souvent, ça, vraisemblable. Et ça, c'est la première étape. Quelques données, quelques ordres de grandeur pour vous rendre compte des choses. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en données d'entraînement, on prend tout le web. Tout ce qu'on peut trouver, plus on en a, mieux c'est. Donc, on avait dit 10 000 milliards de mots. Un modèle, aujourd'hui, ChatGPT, utilise des paramètres en interne qu'il doit régler. ChatGPT, c'est de l'ordre de 1000 milliards de paramètres. Donc, de petits boutons à tourner et à mettre de façon très précise pour avoir un bon résultat. Entraîner un modèle comme ça coûte à peu près 1 million par milliard de paramètres. Dit autrement, ChatGPT, ça coûte 1 milliard à entraîner. Il faut avoir en tête, cette phase, elle est très chère, on ne le fait pas tous les jours. Maintenant, phase 2, on va affiner. En fait, quand on arrive à cet endroit-là, on a un modèle qui est capable de continuer des phrases. On va lui mettre quelques mots, et lui, il va poursuivre la phrase.
Par exemple, si je lui dis quelle est là, et ben en fait, par exemple, lui va constituer une différence fondamentale entre un modèle de langage et ainsi de suite. Il va poursuivre, il va dire, bon, bah, selon mon contexte, le contexte étant les mots avant, comment je poursuis la phrase. Après affinage, en fait, ce qu'on veut, c'est un chatbot, quelqu'un qui nous répond. Et en fait, on va pouvoir lui dire, en fait, si je te dis qu'elle est là, lui il va dire, attends, c'est bizarre, t'as pas fini ta phrase. Il va dire oui, qu'elle est là, ta question semble avoir été coupée, tu voulais demander quelque chose de particulier. Pas du tout la même réponse, pas du tout le même comportement. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va réussir à avoir ce changement de comportement. Et ça, on le fait en posant des questions au LLM, en regardant la réponse qu'il apporte, et en lui disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et on fait ça beaucoup de fois, et à la fin, on a quelque chose qui marche. Alors, je suis passé au-dessus de beaucoup de détails techniques à ce niveau-là. Beaucoup sont des secrets d'entreprise gardés jalousement par chacune des entreprises qui gèrent ces modèles. Mais le principe est là. Cette étape, en fait, elle a 3 objectifs. Le premier, c'est de rendre un modèle utilisable, avoir un chatbot. On lui pose une question, il faut qu'il réponde. Il faut qu'il trouve la meilleure réponse. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il faut que les réponses du modèle, elles correspondent à un ensemble de valeurs, de règles qu'on va lui inculquer. On ne veut pas, par exemple, qu'un LLM t'aide à construire une bombe pour faire un attentat. Ça, du coup, c'est à ce niveau-là, on va lui dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça t'as le droit de faire, ça t'as pas le droit de faire. Il y a un point quand même important à avoir en tête à ce niveau-là. On est dans le monde de la statistique. Rien n'est jamais vraiment impossible à un LLM. On va lui dire ne fais pas ça, mais on peut toujours trouver une solution pour qu'il arrive à faire ce qu'on lui a interdit de faire. On pourra y revenir plus tard si vous voulez. Et enfin, le dernier point, c'est comment on met en place un raisonnement. À ce niveau-là, en fait, un LLM ne réfléchit pas, on a vu tout à l'heure. En fait, il donne des mots de façon statistique les plus probables les uns après les autres. Donc, pour mettre en place un raisonnement, qui va en mettre entre guillemets, en fait, on va lui donner un bloc-notes et il va avoir le droit d'écrire dans le bloc-notes. Et avant de répondre, il va écrire dans le bloc-notes, il va apprendre à se servir du bloc-notes pour nous renvoyer uniquement la réponse qui nous convient. Et donc, pour étaler une pensée dans ce bloc-notes. Donc, petit bilan. Là, on arrive en fait à OLM, au chat GPT qu'on connaît. Et donc, on a un modèle qui répond très bien à toutes les questions et qui a assimilé une connaissance très importante. En fait, il n'a pas assimilé, il a été imprégné de la connaissance. Il a tellement été plongé dedans, parce que, quand je vous ai dit les 10 000 milliards de mots, lui, il ne les a pas vus une fois. Il les a vus des centaines de fois, des milliers de fois, tellement qu'à la fin, en fait, ça devient naturel de répondre aux questions. Il est imprégné de cette connaissance. Sauf que cette connaissance, elle dit tout et son contraire. Sur Internet, on trouve tout et son contraire. Autre point, c'est un élément, le ChatGPT, il est statistique, il fonctionne de façon statistique, et donc il invente ce qu'il ne sait pas. Mais il ne se rend pas compte qu'il invente. On va y revenir après. Mais il ne fait que donner le mot le plus probable. C'est très important à avoir en tête. Ensuite, la connaissance qu'il a, elle est figée dans le temps, elle ne bouge pas. On a entraîné le modèle, ça coûte cher à entraîner, on ne le fait pas tous les jours. Donc en fait, on s'arrête au jour où on a entraîné le modèle, il a plus de connaissances qui arrivent dedans. Ensuite, il n'a pas accès au monde, il ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, quelque part, à un endroit bien précis. Il n'a pas de mémoire. À chaque fois que vous commencez une nouvelle conversation, vous repartez de zéro. Et enfin, il est non déterministe. Vous pouvez lui poser 2 fois la même question, vous aurez 2 réponses différentes. Donc là, une toute petite démo. Voilà. Ça, c'est un petit modèle de langage, donc un petit LLM, qui tourne sur mon ordinateur. Il a la particularité de ne
pas être connecté à Internet, juste fonctionner. On a un modèle comme s'il sort de l'apprentissage. Je vais lui poser une petite question. Qui est le Premier ministre français? Vous savez, c'est un truc qui change beaucoup en ce moment. Donc, d'après lui, c'est Elisabeth Borne. Je crois qu'il a un peu de retard. Et si on lui repose la question, donc c'est toujours Elisabeth Borne, on a la chance. Bon, elle a pris ses fonctions le 9 mai 2022. Bon. Mais si on lui demande, on peut avoir le 1er juin 2024, c'est Gabriel Attal. Bon, voilà, la question, la réponse change à chaque fois. Comment on arrive à le rendre plus fiable, c'est vrai. On va rentrer sur un autre point qui est très important sur un LM, le contexte. Donc, comme je vous ai dit, il n'a pas de mémoire. Donc lui, il va se baser sur trois choses pour répondre à la question que vous lui posez. Le premier point, c'est sa connaissance interne, tous les éléments dont il a été imprégné dans l'apprentissage. Ensuite, les informations qui lui sont présentées au cours de la conversation. Et enfin, la question qui a été posée. En d'autres termes, si avant de répondre, à poser la question quel est le Premier ministre français, je lui avais donné la fiche Wikipédia des Premiers ministres français, et bien la tâche est quand même beaucoup plus facile à répondre. Et donc, c'est ce qu'on va avoir tendance à faire, et on va avoir tendance à lui donner beaucoup d'informations avant votre question, ou juste après, pour l'aider à y répondre. Et en ça, le contexte devient vraiment essentiel. Excusez-moi, vous dites que cela fonctionne enfermé à partir de plein de données qu'il a accumulées. Mais puisqu'il n'est pas relié à Internet, il ne peut pas être au courant effectivement du dernier Premier ministre. Tout à fait. Je savais la réponse avant de poser la question. Donc, aujourd'hui, au terme de contexte, un LM est capable de gérer entre 100 000 et 1 million de mots. Alors, 1 million, il faut prendre des pincettes, mais globalement, 100 000, 200 000 mots, ça marche assez bien. 100 000 mots, ça correspond à un livre de 400 pages, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, quand vous lui envoyez une question, vous avez le droit de lui mettre 400 pages de texte là. Et il est capable de répondre de façon assez précise en fonction de ces 400 pages. Ça, déjà, c'est impressionnant. 1 million de mots, c'est la Bible à peu près. C'est quelques livres. Voilà. Petit point sur le contexte. Étape suivante, on va essayer de rendre le LM capable. On a vu quelques limites du LM. Le fait qu'il n'est pas connecté à Internet, qu'il n'a pas accès à des données à jour, et qu'il n'a pas d'action sur le monde. Il peut juste recevoir ou répondre à votre question. Donc on va voir comment on va le rendre capable d'agir dans le monde. Alors d'abord, on va voir ce qu'est le RAG, le Retrieval Augmented Generation, ou la génération augmentée par récupération d'informations. Et ça, c'est ce dont je vous ai parlé juste avant. En fait, au moment où je lui pose une question, je vais aller fouiller dans une base documentaire, par exemple Google. Je vais envoyer la question censée schématique, par exemple sur Google. Je vais prendre les 10 premiers articles qui tombent, je vais les envoyer au LM, et je vais lui dire, en fonction de ces 10 articles, réponds à la question. Ça marche très bien. Et ça permet déjà d'avoir un LLM qui fonctionne sur une base documentaire privée, par exemple dans une entreprise, et qui est capable de répondre à des questions assez précises sur cette base de données. Je
je ne peux pas lui donner la totalité des données en entrée. Donc, je vais sélectionner cette donnée avant de lui envoyer. Ensuite, la deuxième façon de faire, c'est les agents. Là, l'approche elle est un peu différente. C'est que, au lieu de lui donner l'information, je vais lui donner les moyens d'aller chercher l'information. C'est un peu différent, mais ça a des conséquences qui sont assez énormes. Parce que un outil, en fait, c'est une fonction informatique qui est capable de faire beaucoup de choses. Ça peut du coup, récupérer des informations, par exemple, sur Wikipédia, mais ça peut aussi écrire des informations dans une base de données, ça peut acheter un billet, ça peut faire un peu toutes les fonctions qu'on peut avoir dans notre ordinateur. Toutes les actions qu'on prend sur l'ordinateur, en fait, ça peut être une fonction. Et donc, c'est une fonction qu'on peut donner, une possibilité qu'on peut donner à un LLM. Et donc, ici, par exemple, j'ai mis un exemple de conversation qu'on peut avoir. Je voudrais aller voir un film ce soir avec ma conjointe, on aime les comédies, qu'est-ce qui passe près de chez moi? Donc, le LLM, dans son petit bloc-notes, il va dire l'utilisateur il veut des séances de cinéma, j'ai besoin de sa localisation et des films à l'affiche. Je vais utiliser les outils qui sont à ma disposition. J'ai un outil qui s'appelle Recherche au cinéma, je vais l'utiliser donc, avec les arguments comédie, date aujourd'hui, et vous arrivez au film. Il trouve 2 films, il les renvoie, il me dit j'ai trouvé 2 comédies, le petit Piaf et un petit truc en plus. Moi je dis ah le petit Piaf ça m'intéresse, est-ce qu'il reste des places? Et lui il dit ah attends j'ai une autre fonction qui s'appelle vérifier disponibilité, je vais l'appeler, ah cette fonction elle m'a renvoyé un résultat qui s'appelle le petit Piaf, au pâté à 21h. Et là je lui dis bon, il reste des places pour le petit Piaf à 21h au pâté Beaubonnais. Et ainsi de suite. Et donc, avec ça, on peut faire des choses très puissantes. Moi, au quotidien, j'ai un agent qui s'appelle Claude Code, qui fait ça, mais pour du code. En fait, il développe à ma place. Moi, je lui dis, implémente cette fonctionnalité, lui, il le fait, moi, j'arrive derrière, je lui dis, ça, tu l'as mal fait, ça, tu l'as mal fait, refais comme ça, prends ça en compte, et à partir de là, j'ai un code qui fonctionne, qui est capable d'être poussé en production assez rapidement. J'ai multiplié par 4 ou 5 ma productivité en utilisant cet agent. Pourriez-vous parler moins près du micro, s'il vous plaît? Enfin, dernier point sur les hallucinations. On a vu, tout au début, rappelez-vous, que... Il faut que les gens comprennent les hallucinations, c'est le terme technique à utiliser pour désigner les erreurs que peut faire l'IA. C'est ça. L'IA, elle a tendance à se tromper de façon assez régulière, et on appelle ça des hallucinations. Rappelez-vous, aux premières étapes, on a dit l'IA, elle prédit le mot le plus probable. Le corollaire de ça, c'est qu'en fait, la vérité n'est pas un élément qui est pris en compte dans son entraînement. La vérité est un effet de bord de l'entraînement. Globalement, l'information qui est sur Internet est plutôt vraie, donc ce que dit le LLM est plutôt vrai. Mais comme tout est probabiliste, il n'a aucune idée de la véracité de ce qu'il dit. C'est un concept qui lui est complètement étranger, au moins dans la façon dont il fonctionne. Vous pouvez lui demander s'il le comprend, mais la réponse qu'il va donner ne correspond pas à ce qui se passe en réalité. Il y a quelques éléments qui vont faire que la réponse sera plutôt fausse ou plutôt vraie. Si vous demandez quelque chose de très connu comme quelle est la capitale de la France, la réponse sera a priori, dans la plupart des cas, vraie. Par contre, si vous lui posez une question ambiguë, donc avec plusieurs réponses, il va choisir une ambiguïté, une façon de résoudre l'ambiguïté, et il va vous donner la réponse en fonction de cette ambiguïté. Ça ne sera peut-être pas ça que vous aviez en tête. S'il manque de contexte, ou si vous êtes sur une question très précise ou très niche. Je vais vous donner un exemple. Si je veux aller de Sassari en Sardaigne à Corte en Corse, sur une journée en transport en commun, je
je demande à ChatGPT de me faire ça, il y a 95% de chances que tous les horaires qu'il me donne soient hallucinés. Pourquoi? C'est pas quelque chose que les gens vont regarder souvent sur Internet. C'est un élément qui est quand même très précis, très niche. Il l'a vu 2-3 fois dans son entraînement. Il va vous donner quelque chose qui est très vraisemblable, qui va vous sembler juste, et a priori, peu de chances que ce le soit. Ensuite, un petit tour sur les idées reçues. Est-ce que l'IA s'est calculée? On a tendance à penser que comme c'est un ordinateur, ça tourne sur des ordinateurs, le calcul c'est quelque chose qui est inné pour elle. En fait, absolument pas. Elle est capable de faire 5 plus 5, 2 plus 2 ou 5 fois 3. C'est des calculs qu'on voit beaucoup, auxquels on est capable de répondre de façon intuitive. Ça, elle sait le faire. Par contre, 3542 fois 10512, ça sera plus compliqué. Et a priori, le résultat sera faux. Il sera vraisemblable, il sera à peu près dans la bonne ordre de grandeur, mais ce ne sera pas le bon résultat. Ensuite, point numéro 2. Est-ce que l'IA apprend en conversation? En fait, on revient tout au début. Ça coûte très cher de réapprendre l'IA. Donc l'IA n'apprend pas de nos conversations, du moins sur un temps restreint. Sur la prochaine version de ChatGPT, si vous l'utilisez de façon gratuite, ChatGPT utilisera vos conversations pour l'entraînement du ChatGPT suivant. Mais c'est sur de l'ordre de 6 mois. Ensuite, l'IA s'améliore en temps réel. Même principe, ça coûte cher de l'entraîner. En fait, l'IA, elle bouge assez peu. Ensuite, l'IA comprend ce qu'elle dit. En fait, ce qu'on a vu, ne fait qu'une inférence statistique. On y reviendra, je pense, pas mal pendant notre échange, mais la notion de comprendre est quelque chose d'étranger à l'IA. Ensuite, elle est objective, neutre, cohérente. Même principe. En fait, ce sont des concepts qui lui sont étrangers. Pour terminer, quelques points qui marchent très bien avec l'IA, quelques points qui ne marchent pas du tout. La génération de texte, en fait, on revient au point numéro 1, elle en est imprégnée. Elle sait très bien générer du texte sous des formes très variables, très vraisemblables et qui sont très belles. Ça marche super bien. Donc pour la traduction, la correction orthographique, l'adaptation de style, la grammaire, ça marche super bien. La génération de code, exactement la même chose. Il y a énormément de code sur Internet, c'est facile à faire. Synthétiser des informations, ça marche aussi très bien. Ensuite, l'idéation pour trouver des idées ou s'ouvrir des horizons, ça marche assez bien, ça permet de retrouver ce que les autres personnes qui ont posé la même question ont eu comme idée. Et ensuite, ça fonctionne très bien sur des tâches qui sont bien définies et bien cadrées. Ce qui marche beaucoup moins bien, on l'a déjà dit, mais le calcul mathématique, la gestion des ambiguïtés, tout ce qui est vérification de la véracité, toujours, quand vous utilisez l'IA, allez toujours chercher les fausses sources, forcez-lui à aller retrouver l'information à la source. Ensuite, toute la partie compréhension, ça ne marche pas. Elle donne l'impression de comprendre, mais elle mime une compréhension, elle mime un raisonnement, mais elle ne comprend pas. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, ce que je trouve très intéressant à ce stade, c'est que grâce à cette présentation, on commence un petit peu à sortir des fantasmes que nous avons tous plus ou moins à l'égard de l'IA, selon lesquels il y aurait une conscience secrète, autonome, qui travaillerait malgré nous, éventuellement contre nous. Ce que tu nous dis bien, c'est que ça reste une machine dont le principe de gouvernance est la statistique. Cependant, tu me disais, au moment où on a préparé, que, alors même qu'il n'y a pas de conscience à redouter, étrangère ou intrinsèque, tu disais, il faut quand même que les gouvernements valident une charte au moment éthique, au moment où on
nourrit l'IA avec des connaissances, où on l'a fait travailler ses propres connaissances. Je disais, la responsabilité de nos sociétés, notamment de nos gouvernants, c'est de faire en sorte que tout ne soit pas possible. Parce qu'avec des données aussi importantes, aussi colossales, je peux avoir accès à tout et n'importe quoi. Donc, comment mettre en place des garde-fous éthiques pour que l'IA ne devienne pas, non pas une conscience autonome qui nous mettra en danger, mais une source d'information qui pourrait, être biaisée dans la mesure où il y aurait une pensée dominante, une idéologie, ou des informations qui pourraient se retourner contre les utilisateurs. Je vais revenir très rapidement sur les deux phases. On va y revenir beaucoup. Mais la phase d'affinage, en fait, on lui dit comment se comporter. On lui dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. À ce niveau-là, on lui dit quelle est la morale à laquelle il doit suivre. Cette phase-là, on n'en parle pas dans les médias, on n'en parle nulle part. Mais il est essentiel que nos gouvernants prennent la juste mesure de ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les réponses que va l'IA, elles seront déterminées par cette phase. Les informations, les pensées ou la morale qui va pousser, que l'IA va pousser, elle est construite à ce niveau-là. Le corollaire, c'est qu'il faut que cette phase soit débattue démocratiquement, il faut qu'elle soit transparente, il faut que les entreprises soient forcées à divulguer ce qui se passe à ce niveau-là. Autant sur la première phase, on sait très bien ce qui se passe au niveau des articles scientifiques, autant sur la deuxième phase, c'est silence radio. Est-ce que vous pourriez dire, par hypothèse, qu'une IA chinoise, une IA européenne, une IA américaine aurait des colorations d'informations qui seraient données, telles que il y aurait des biais idéologiques, une manière de voir le monde? Tout à fait. Un exemple qui peut être assez frappant, je ne peux pas vous montrer là tout de suite, mais si on pose une IA chinoise ce qui s'est passé sur la place Tiananmen, elle ne sera pas capable de vous répondre. Cet événement n'a pas eu lieu. Oui, évidemment, ce qui est intéressant, c'est moins le traitement d'informations qui est informatique, enfin qui est probabiliste, que la sélection d'informations en amont. Donc là, il y a un enjeu politique, pour le coup. C'est ça. Et quels seraient les bons garde-fous éthiques pour toi? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? À ce niveau-là, déjà, débattre de qu'est-ce qu'on met comme point de vue éthique à ce niveau-là, réussir à avoir un cadre démocratique de cette phase. Deuxième peur, et vous en aurez certainement... Oui, Oui, je pensais par exemple, ces LLM sont souvent américaines. Alors quand on pense à la censure de certains mots que M. Trump a mis, on ne peut pas utiliser les mots touchant à la sexualité, etc., etc. On peut réfléchir à la pertinence de ces outils que nous utilisons, puisqu'il y a des censures. Oui, il faut faire attention. Répétez la question pour la bonne. Tu peux répéter la question, Pierre, s'il te plaît? Oui, vous disiez, madame, si j'ai bien compris, que certains gouvernements, par hypothèse Trump, pourraient censurer certains termes, les faire disparaître de l'IA, et la logique de l'IA étant statistique, eh bien, on pourrait faire disparaître des mots, et on peut appliquer les mêmes idées aux idées. Bien sûr. Disparaître des auteurs, disparaître des concepts. Il y aurait un choix en amont qui ferait que notre champ de la pensée, ou en tout cas la pensée que l'IA nous donnerait, délivrerait, elle serait contrainte parce que conditionnée. Donc là, on voit bien le danger en termes de liberté de l'information, parce qu'on revient toujours au principe de la statistique. Bien sûr. C'est par le jeu des statistiques. Et exactement, ça rentre dans cette phase-là où il faut être capable d'avoir un contrôle sur les règles qui sont imposées à ces IA, puisqu'en fait, on sera tous impactés par cet élément. Alors parmi les autres peurs, et vous en avez peut-être d'autres dont vous nous parlerez tout à l'heure, il y a celle de l'IA qui viendrait dévaster le monde du travail, qui viendrait remplacer les uns,
nos métiers. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce qu'il y a à craindre que l'IA ne remplace de manière massive beaucoup d'emplois aujourd'hui, notamment d'écoles blancs? Est-ce que oui ou non, il faut redouter une suppression massive d'emplois à cause de l'IA? Je vais répondre en plusieurs étapes. Le premier élément, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas tellement de diminution du nombre d'emplois. Il n'y a pas vraiment d'impact. Voilà. Il y a un impact, mais je reviendrai juste après. Il n'y a pas vraiment d'impact sur les salariés actuels, sur l'école du blanc notamment, avec l'arrivée de l'IA. L'IA a plutôt tendance à les rendre plus capables, plus dynamiques, à augmenter la quantité de travail qui est faite par un employé. Et aujourd'hui, en fait, elle remplace des tâches qui sont assez bien cadrées, assez bien définies. Et je me mets par exemple dans ma position. Aujourd'hui, au lieu d'avoir une personne sous mes ordres qui ferait du développement informatique, j'ai une IA qui fait ça très bien. Tu me disais même que tu avais 4 agents IA qui travaillaient pour toi. Tout à fait. J'en reviens juste du coup. Le seul aspect qu'il faut ajouter à ça, c'est quand même qu'on observe une forte diminution des embauches sur les jeunes, et particulièrement sur les jeunes développeurs. Ça s'explique notamment parce que aujourd'hui, un développeur qui arrive sur le monde du travail, en fait, a un niveau qui est à peu près équivalent à une IA, et il n'a pas un esprit critique ou un esprit suffisamment avisé pour l'utiliser de façon productive pour l'entreprise. Et donc, c'est un coût qui est d'autant plus important pour une entreprise de former un jeune à l'utiliser. Et c'est un pari, c'est une grande partie du travail d'un jeune employé d'une entreprise est de faire la petite main pour aider les employés plus seniors. Donc là, il y a certainement une nécessité de repenser la formation des jeunes diplômés, qui aujourd'hui est un peu concurrencée par l'IA. C'est plus compliqué pour eux, dans un premier temps. Il faut repenser les mécanismes d'embauche. C'est ça. Pour réussir à les intégrer dans l'entreprise, la formation des jeunes se passe par ce fait de faire petite main et d'apprendre le travail en faisant petite main. Or, c'est l'IA qui le fait aujourd'hui. Et l'IA a tendance à remplacer ces jobs-là aujourd'hui. Donc ça, c'est pas une mince affaire quand même. Comment donner un travail légitime à un jeune diplômé alors que l'IA fait son job, a tendance à remplacer son job aujourd'hui parce que précisément elle fait la petite main. Oui, je prends une question puis après on va avancer puis on aura un vrai temps de questions-réponses après, pour que ce soit très interactif. Je vous écoute. Justement, donc, dans la mesure où ça peut générer du code, d'une certaine manière, ça peut calculer les résultats d'un système d'équations différentielles, des tenseurs, du bazar. Donc ça fait du calcul. Oui, mais il faut avoir un esprit critique. En fait, il est capable de dérouler une pensée que vous auriez dans la tête. Il est capable de prendre des hypothèses sur un certain nombre de petits carrefours que vous rencontreriez sur le chemin. Mais ces hypothèses, il faut les vérifier. Et c'est pas l'IA qui va les vérifier. Parce qu'il faut la mettre en question. Et en fait, le choix qui est fait par l'IA au moment où il le met, en fait, elle n'en est pas consciente. Elle va dire c'est quelque chose qui est bien, ça me paraît pas mal, même si je lui demande de revoir son travail, en fait, elle n'est pas capable d'avoir un jugement suffisamment critique de ce qu'elle a elle-même produit. Et c'est ce que tu disais, c'est peut-être ça l'espoir en termes d'emploi, c'est que l'IA, c'est une puissance encyclopédique fois X, mais elle se plante tout le temps, donc on aura, me disais-tu, de plus en plus besoin de gens pour, bien sûr, l'éduquer, mais la contrôler en permanence. Tout à fait. Et un truc qui est assez marrant avec les IA, c'est qu'à la fois, elles savent tout, et à la fois, elles ne savent rien. C'est très perturbant. Je pense que c'est un des points les plus perturbants qu'on utilise au quotidien. C'est qu'on peut lui poser une question sur laquelle elle a besoin d'un élément précis,
sur lequel elle va se tromper. Si vous lui posez la question sur l'élément précis en question, elle ne va pas se tromper. André Malraux disait, alors c'est vraiment la vieille école, que l'intelligence était la capacité à mettre en relation. Et précisément, tu disais que l'IA ne sait pas mettre en relation, c'est-à-dire qu'elle va faire des corrélations purement statistiques. Mais il ne va pas y avoir d'intelligence globale. Elle a beaucoup de mal à avoir une intelligence globale. C'est ça. Alors, est-ce que ça peut changer? Et autre question sous-jacente, à quel degré de maturité est-on parvenu aujourd'hui? Avec la technologie actuelle, aujourd'hui, on commence en fait à bien la maîtriser et à bien comprendre ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. Ça correspond à l'implantation que je fait tout à l'heure. Il y a des limites intrinsèques à la façon dont l'IA a été entraînée, et ces limites, on ne pourra pas les dépasser avec cette technologie-là. En termes d'adoption aujourd'hui, on arrive à l'âge de raison, disons. L'IA commence à comprendre ce qu'elle est capable de faire, et ce qu'elle ne fera pas non plus. Alors, tu as un petit peu parlé au moment de ta présentation, mais est-ce que tu peux nous dire les quelques points qui nous permettraient d'utiliser avec discernement, avec sagesse aujourd'hui? Demain, chacun d'entre nous, on va utiliser ChatGPT et autres. Comment l'utiliser avec sagesse pour justement qu'elle ne nous plante pas et qu'elle devienne un outil, un vrai allié? Ouais. J'ai quelques suggestions à ce sujet. La première, c'est qu'on ne pourra pas tellement la mettre de côté. C'est un outil qui est tellement puissant, qui peut faire tellement de choses, qu'on ne la remettra pas au placard. Ce serait vain de la mépriser, de ne pas l'utiliser. D'accord. Par contre, si on ne l'utilise pas et si on ne la comprend pas, on va l'idéaliser et on ne va pas être capable de lui faire confiance de la bonne façon. Donc mon premier élément, c'est apprendre à l'utiliser, et pour ça, il faut l'utiliser. Il faut la challenger, il faut lui poser des questions, il faut comprendre pourquoi il y a une fois où elle va répondre oui, et une fois où elle va répondre non. Une fois ça sera vrai, une fois ça sera vrai. C'est le premier point. Deuxième point, c'est toujours aller aux sources. L'IA, elle est flemmarde. Donc, elle prend des raccourcis. Si vous ne lui demandez pas de faire le détour, elle ne le fera pas pour vous. De même qu'il y a un dark web, est-ce qu'il y a une dark IA ou est-ce que potentiellement il pourrait y avoir une dark IA? Non. Plusieurs sujets. Déjà, qu'est-ce que tu veux dire dark web? Parce que c'est un sujet. Les gens ont beaucoup d'avis différents sur le sujet, donc c'est pour préciser la question. Pour moi, le dark web, peut-être que vous en donnerez une autre définition, hein, c'est un accès à des informations qui sont illégales ou qui relèvent de trafic, de commerce illégaux, drogue, prostitution, des informations qui circulent mais qui ne sont pas illégales, au sens où si elles étaient transparentes, elles seraient immédiatement sanctionnées ou supprimées. Il y a plusieurs sujets. Pour l'IA, on ne pourra pas empêcher quelqu'un d'ajuster une IA pour atteindre à certains buts. Mais il n'y a pas besoin de faire du dark IA pour faire de l'intelligence. Il y a un exemple qui peut être assez marquant. Claude, l'IA Claude, c'est celle qui excelle en code notamment, a été utilisée par la Chine pour pirater les entreprises américaines. C'est la première fois qu'on voit une IA piloter une opération de piratage. Pas besoin d'être dans du côté sombre pour contourner les règles. L'IA, c'est un élément qui est statistique. Rien ne peut être imposé. Il faut avoir ça en tête. Rien ne peut être imposé à l'IA. Il y a le cas aussi de Grok, de l'IA d'Elon Musk. Mais c'est un peu différent, ça c'est lui qui l'a délibérément laissé faire. Ce qui est
pas tout à fait la même chose. L'autre point, c'est que ce que je voulais aborder, c'est qu'il y a un certain nombre d'IA qui sont dits open weights. Dit autrement, vous avez le droit de les télécharger et de les faire tourner chez vous. Et en plus de ça, vous avez le droit de les modifier légèrement pour les faire exceller à certaines tâches. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour la démo. J'avais un modèle qui était sur mon ordinateur. C'est un modèle, celui que j'utilisais, c'est Mistral. C'est un modèle français petit qui fait 3 milliards de paramètres. C'est un des plus petits modèles LLM qu'on a sur le marché aujourd'hui. Et ce modèle, si j'ai envie de le modifier, je peux le modifier. Mais j'ai une bonne base de départ. Oui, il y a ce fantasme aussi d'une IA qui pourrait se substituer au meilleur ami, au psy ou à un compétiteur spirituel. En question, est-ce que demain nous pourrions consulter une IA pour avoir des conseils psychologiques, parler comme on parle à un ami, ou être accompagné sur le plan spirituel? Merci de la question. C'est un point que j'ai vu tout à l'heure. Surtout, ne l'utilisez pas comme un ami, comme un psy. C'est la pire chose à faire. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? L'IA, si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous l'avez probablement remarqué, elle est très flatteuse et elle va toujours dans notre direction. On revient sur le premier point. L'IA, elle poursuit votre phrase, elle poursuit votre pensée. Donc, même si, quand vous lui posez votre question, souvent sur les petits détails d'expression, de formulation de la question, vous lui indiquez quelle réponse vous voulez. Elle n'a pas de notion de vérité, elle n'a pas de notion de cohérence, de tous ces trucs-là. Elle veut juste répondre, vous renvoyer la réponse la plus vraisemblable. Et donc, elle peut vous emmener très loin sur ce chemin. Donc, c'est pas un psy, c'est pas un confident. Elle sera toujours d'accord avec vous. Elle ne va jamais vous remettre en question. Alors ça fait un très bon ami. Toujours d'accord et toujours à vous renforcer dans vos travers. Attention, le mur il n'est pas loin. Alors, on peut aussi se demander, parce que dans un premier temps, peut-être qu'on a tous redouté d'être un peu dominés par l'IA, tant il y a une puissance à l'œuvre, et cependant, tu nous rassures en disant que ça reste une machine, avec des voies statistiques. Et du coup, il me semble que ça nous oblige à repenser ce que nous avons, nous, irréductiblement humain. Qu'est-ce que l'intelligence, non pas artificielle, mais l'intelligence humaine, peut encore mettre en avant? De quoi peut-elle se prévaloir? Qu'est-ce qu'elle peut sauvegarder encore? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en avant pour se distinguer et se différencier de l'IA et garder ce qu'il y a de spécifiquement humain? Plusieurs éléments de réponse à des questions. Le premier, ce serait un homme et quelqu'un de cohérent. Donc, il a une âme, il a une consistance, ce que n'a pas l'IA. Il a une façon, il pense, il réfléchit sur les choses, il les remet en question, ce qui n'est pas le cas de l'IA. L'homme, il rentre en relation avec les hommes, il se confronte au réel, il apprend de ses erreurs. L'IA, elle ne se confronte pas au réel. Quand elle vit dans une puce informatique, une règle, elle se très abstrait. Voilà, cette dimension de la vérité, elle ne connaît pas. Et on peut, c'est un débat presque philosophique, mais aussi cette dimension de la chair. C'est ça, elle n'a pas de consistance physique, elle n'a pas de chair, et donc elle n'est pas, on ne peut pas la comparer à un être unique. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on lui pose une question, il y a des éléments où elle va se tromper, et si on lui pose la question frontalement, elle est capable de répondre correctement. Elle n'a aucune cohérence, elle n'a aucune... Jamais avec un homme ou quelqu'un, alors ça vous arrive de vous tromper quand vous dites quelque chose, mais pas à ce point-là. Pas toutes les phrases, vous dites quelque chose et la phrase d'après, vous dites « Ah non, t'avais raison ». Oui, mais comme tu nous disais tout à l'heure que plus on contextualise, plus elle va être précise, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse qu'en contextualisant très bien, elle va finir par bien comprendre toutes les situations et donc donner les réponses très très pertinentes, même si les questions sont complexes? Je pense que c'est sous-estimer la complexité du monde.
même la Bible, il y a énormément de choses dedans. Je suis pas sûr que tout le monde et toute la complexité des hommes rentre dedans. Ok, merci beaucoup Pierre pour cette première partie du débat. Je vous propose maintenant de vous donner la parole. Je vais faire passer un micro dans la salle pour que vous puissiez poser votre question. Le sujet de la conférence, c'était faut-il avoir peur. Je vous trouve très optimiste. Je peux parler plus fort, hein. Non, c'est pour Je vous trouve assez optimiste à deux niveaux. Au niveau concret, j'entends que l'IA ne va pas créer trop de chômage, il ne faut pas trop s'inquiéter. Allez voir dans certains métiers, c'est un désastre. Allez voir dans la communication, quand on travaille avec des queues interminables de gens qui sont virés par des agences de publicité, dont les clients disent écoutez, ce que je fais avec l'IA, c'est pas tout à fait aussi bien, mais ils me font en 1 heure ce que vous me faisiez une semaine, ça coûte beaucoup moins cher, donc non merci, c'est même plus une question de prix. Il y a des métiers qui sont ravagés. Ça, c'est le niveau, je veux dire, un peu terre à terre. La seconde question qui se pose quand même a été posée par les pionniers de l'IA qui ont fait une publication il y a quelques temps, vous l'avez sûrement vu, qui a dit stop, on va trop loin et trop vite. Il faut savoir s'arrêter maintenant, il faut maîtriser ça, actuellement on ne voulait pas aller aussi loin, ça devient dangereux. Là j'ai deux questions toutes bêtes. Question anecdotique. L'IA est quand même dangereuse, parce qu'elle invente avec beaucoup de talent. J'ai un ami auteur qui avait voulu se faire un synopsis de ses romans, il avait un flemme, il a envoyé le manuscrit en demandant un synopsis en 8 pages. L'IA, c'était Grok, ça s'appelait ça, lui a renvoyé un synopsis merveilleux, mais avec des inventions totales. Il tue un personnage, il a inventé des scènes magnifiques qui n'ont jamais été dans le vrai manuscrit, et si on ne fait pas attention, l'IA a beaucoup de talent. Ah oui, non, il ne faut absolument pas faire confiance à l'IA, jamais. C'est de la statistique. Même s'il se trompe très rarement, on va dire il a raison à 99%, ça veut dire que si vous demandez 100 trucs, il se trompe une fois. Si vous l'utilisez tous les jours, tout le temps, en fait, vous avez 1% de toutes les décisions qui sont prises, et encore 1%, je suis gentil, parce que quand il fait une réponse, il a besoin de plusieurs étapes, et donc quand il fait une étape, à chaque fois, ça se multiplie. Donc ça veut dire qu'à la fin, vous avez 50% d'erreur. Il faut faire attention à ça. Et pour revenir sur la question de monsieur, tout à l'heure, tu nous disais, au début de ta présentation, qu'en matière textuelle, et même tu as évoqué la poésie, forcément, il faut être bon, parce que comme il mixe en permanence, en allant chercher le mot suivant, ça peut donner lieu effectivement à des trouvailles. Parce que statistiquement, il va chercher le mot suivant, et comme en poésie. Et par hasard, ça peut donner des scènes magnifiques, des associations de mots heureuses, ou poétiques, ou originales. Mais ça ne veut pas dire qu'il a répondu à la question. Ça veut pas dire qu'il a répondu à la question. C'est le grand paradoxe, il peut y avoir une créativité, et malgré elle, si je puis dire. Et juste pour revenir, je n'ai dit pas que l'IA va avoir un bouleversement sur la façon de travailler et sur les emplois qui va être sans précédent. On peut comparer à la révolution informatique, mais c'est quand même une étape au-dessus. Merci. Je voulais vous poser la question à propos de l'éducation. Vous parliez, c'est une révolution. Pour nous, c'est relativement récent. Est-ce que notre système éducatif a pris la mesure de cette révolution et s'est adapté? Par exemple, vous parliez des nouveaux diplômés. Est-ce qu'ils auraient, et vous aviez l'air de dire que finalement leur niveau était inférieur à ce qui se passait dans une société, par exemple, dans une entreprise. Alors est-ce que notre système, enfin à votre avis, est-ce que notre système de formation a bien pris la mesure de cette révolution et s'est adapté rapidement? Alors, je vais répondre à plusieurs questions. Celui la question de l'éducation, c'est une question qui va être cruciale pour la suite. Sur la partie études supérieures, je pense que
les écoles n'ont pas encore compris ce qui s'est passé. Elles vont devoir le faire, puisqu'elles n'ont pas le choix, mais elles n'ont pas encore compris. Si je reviens sur la partie éducation, mais plutôt dans le système collège-lycée, voire primaire, mais je pense plutôt collège-lycée, il est plus important que jamais de développer un esprit critique et de travailler sans IA ou alors de l'utiliser de façon intelligente. Quand je dis intelligente, l'IA peut être un très bon coach. Si j'ai des questions mathématiques, elle est capable de m'expliquer tout ce qui se passe et d'aller là, d'élucider le problème que moi j'ai. Par contre, si j'utilise l'IA pour faire mes devoirs à ma place, demain, je serai inutile. Non, mais c'est le problème des enseignants que je soulève, en fait. Pierre, est-ce que tu peux remettre ton dernier slide, s'il te plaît, à la demande d'une personne dans la salle? Merci. C'est ça, hein, vous vouliez... Je crois qu'il y a deux questions. Bonjour, une question sur les impacts environnementaux des IA et de ce second et un secondaire, sur les limitations que pourraient rencontrer les IA par rapport à la consommation d'énergie. Très bon point. Les IA. Alors, je vais rechanger de slide parce que c'est important. Cette étape-là, on a dit, elle est très chère. Mais elle est très chère pas en temps homme, elle est très chère en énergie. Donc, on n'a pas envie de le faire ça. Et moi, on le fait, nous, on se porte en fait. Aujourd'hui, à ce niveau-là, la consommation d'énergie de data center de l'IA a été une toute autre mesure par rapport à ce qui se fait dans le data center historique. Les puces IA sont des puces GPU de calcul qui sont extrêmement intensives en électricité et qui tournent à fond tout le temps. Ce n'est pas le cas d'un serveur d'un site web classique. Peut-être une question complémentaire sur l'aspect environnemental et énergie. L'IA peut être utilisée pour des sujets très pertinents, je pense à la médecine, hein. Mais pour une même quantité d'énergie, on peut aussi s'amuser à fabriquer une vidéo où on fait des grimaces pendant une demi-heure et la publier sur TikTok. Évidemment, la valeur ajoutée pour la société ne sera pas la même. Donc comment essayer de réguler un peu cette utilisation de l'IA qui sera de toute façon contrainte par les problèmes énergétiques? Alors, au niveau des problèmes énergétiques, je pense qu'on est suffisamment inventif pour créer les centrales qu'il nous faut. Alors, c'est pas qu'il le faut, c'est que les acteurs du domaine le font. Par rapport à la régulation des usages, on peut faire beaucoup de choses. La seule régulation qui, de mon point de vue, peut être efficace, c'est une régulation par le prix. Puisque générer une vidéo TikTok, c'est très cher et ça n'apporte pas grand-chose à la société. Si ça apporte vraiment pas grand-chose, et ben, les gens ne sont pas prêts à payer le prix que ça vaut. Aujourd'hui, je vais revenir très rapidement sur les prix. Aujourd'hui, les prix pratiqués par les fournisseurs d'IA sont largement inférieurs à la réalité de ce que ça leur coûte. ChatGPT perdait, sur les prévisions sur l'année, on dit que ChatGPT perdait 32 milliards de dollars sur un an. On ne se rend pas compte de ce que ça fait. Pierre, j'aurais une petite question. On voit bien qu'avec le web 1.0, 2.0, les révolutions vont assez rapidement déjà. Et on sait que ça ne fait qu'accélérer. Tu as mentionné dans ta présentation que les LLM que l'on utilise actuellement sont à peu près matures. La question c'est quand vois-tu la prochaine révolution des LLM, probablement avec un autre modèle, et à quoi s'attendre dans cette prochaine génération d'LLM? C'est une bonne question. Je n'ai pas aujourd'hui des éléments de réponse. On peut encore tout imaginer. Ce que je peux dire, c'est que un des éléments qui manque beaucoup au LLM, c'est ce qu'on peut appeler un modèle du monde.
en gros, un endroit où on centralise la connaissance pour la rendre cohérente et la restituer. Il y a, je ne sais pas si vous connaissez un certain Yann Lequin, autre pionnier d'intelligence artificielle, médaillé Turing aussi. Il a démarré sa start-up pour créer un nouveau modèle qui utiliserait un modèle du monde qui ferait comme les en survie. Juste une question que je voudrais poser au public. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, à main levée, répondre à la question: qui, dans cette salle, a utilisé une intelligence artificielle dans les 5 derniers jours? Oui, bon, voilà. Oui, vous voulez poser une question, monsieur? J'arrive. Je viens d'utiliser une petite cinquantaine de fois avec une dizaine d'outils différents. Je vous donne le micro parce qu'on entend rien. Donc pendant le temps que vous parliez, je ne sais pas pourquoi je fais toujours deux choses en même temps, j'ai dû poser une cinquantaine de questions. Et je vous conseille un outil qui s'appelle Mammouth. Vous connaissez? Oui, j'en ai entendu parler. Ah, c'est génial parce que vous allez demander quelque chose sur Grok, il vous dit quelque chose, vous dites reprompter avec ChatGPT, il vous dit le contraire. Et ça n'arrête pas, il y a une douzaine de façons de comprendre que ce n'est pas pour le moment bien au point. Et je vous conseille aussi Lumo, chez Proton, qui lui ne va pas utiliser, par exemple, là, tout ce que j'ai écrit, comme disait monsieur tout à l'heure, ça va être sous 6 mois utilisé pour répondre à d'autres gens. Mais comme, par exemple, je développe des projets, et je ne veux pas en parler, donc j'utilise Lumo qui est fait par Proton, qui lui s'engage à ne pas utiliser ce que vous avez écrit. C'est tout. Très bien. Il y a un point qui me revenait sur l'aspect usage écologique de l'intelligence artificielle et de l'IA en général. On est passé assez vite sur l'aspect du contexte. Il faut bien avoir conscience qu'à chaque fois que vous envoyez une requête sur le LLM, donc par exemple si je me remets sur la petite conversation de tout à l'heure qui est là, quand je lui réponds le petit pièce à 21h, il va se déplace, en fait, je lui envoie toute la conversation qui a eu lieu avant. Et lui, il doit reconstruire, il doit reprocesser la totalité de la conversation. Alors là, ça va, il y a peut-être 200 mots. Donc ça reste assez raisonnable. Je vais poser 2 questions, ça va. Le jour où vous avez une conversation pendant 3 heures avec votre agent et que, en fait, vous avez construit un contexte qui fait la longueur de la Bible, et bien là, vous allez commencer à consommer beaucoup plus d'énergie et d'électricité que si vous avez réussi à faire des prompts petits. Donc, mon conseil, si vous voulez utiliser correctement ces LLM, renouvelez aussi souvent que possible vos conversations. Et j'avais une question, je viens d'y répondre. Mais je vais quand même essayer de la prolonger. Il m'arrive d'utiliser plusieurs IA pour des raisons professionnelles. Puis de temps en temps, je dis tiens, je vais prendre l'IA chinoise, il paraît qu'elle consomme moins, qu'elle a un algorithme qui est plus efficace. Et juste avant, j'ai dit non, la consommation, c'est plutôt au départ que ça se passe en étape 1. Et donc finalement, c'est même pas la peine de choisir une IA. Enfin, je veux dire, c'est déjà consommé, on a peut-être plus. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est ma question. Entre les différentes IA, il y a un nombre aujourd'hui qui est quand même assez important de modèles différents. Ce qui va majoritairement piloter l'énergie consommée, disons, c'est la taille du modèle utilisé. Si vous utilisez ChatGPT, c'est 1000 milliards de paramètres. Donc, en gros, quand vous lui posez une question, vous faites 1000 milliards de calculs. Fois le nombre de mots que vous avez dans votre question. Si vous utilisez un petit modèle comme Mistral 3B que j'avais tout à l'heure sous la main, et ben en fait, il fait beaucoup moins de calculs. Il a 3 milliards de paramètres, en fait, il va faire quasiment 1000 fois moins de calculs.
Par contre, il est beaucoup moins précis, il n'a pas la même capacité. C'est un modèle qui est très pertinent, qui marche très bien pour certains usages, mais par contre, il faut peut-être l'ajuster un petit peu pour avoir le résultat que vous voulez. Donc parfois, il faut choisir un modèle plus petit pour avoir un résultat plus efficace. Si vous demandez quelle est la capitale de la France, Mistral 3B, il sera capable de répondre. Si vous demandez des questions très précises, si vous lui demandez des questions très précises et avec beaucoup de réflexion, Mistral, le 3B, le large, je ne dis pas, il ne sera pas capable d'y répondre de façon pertinente. Ou alors, vous allez tirer longtemps avant de trouver la bonne réponse. Il y a une question ici, après je reviens là. Alors juste une question, effectivement, donc aujourd'hui de plus en plus que le contenu qui est créé sur le web et qui est mis sur le web, c'est issu de choses qui sont générées par de l'IA, parce qu'on est tous paresseux et donc de moins en moins on a envie d'écrire par nous-mêmes, et donc on passe par des IA qui permettent de créer et donc de mettre des choses sur le web. Mais le problème c'est que maintenant, donc, étant donné qu'on utilise le web pour entraîner l'IA, et ben en fait on est en train de générer des choses par l'IA pour ensuite entraîner l'IA. Ça, quelles conséquences ça peut avoir? C'est une très bonne question. Et la conséquence que cela peut avoir, c'est une réduction drastique de la diversité de ce que raconte l'IA. Elle va, si jamais on la laisse s'entraîner sur elle-même, elle va se concentrer sur un point et, on va dire à l'infini, en temps long, elle va finir par raconter toujours la même chose. Elle va avoir, même si vous lui posez la question de quelle est la capitale de la France, elle va vous répondre Chicago, parce qu'en fait, elle dit que c'est Chicago qu'il faut répondre tout le temps. Oui. On appelle ça dans le jargon du mode collapse, mais en gros, l'IA va se concentrer en faisant ça sur quelques éléments. Et donc, c'est un vrai danger qui guette là. C'est un danger dont les entreprises qui mettent en place ces solutions sont bien conscientes. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut distinguer parmi ce contenu, le contenu qui est co-généré avec l'IA, c'est-à-dire généré avec l'IA, mais dont le contenu en fait a été vérifié et validé, et il y a eu une itération avec un humain dessus, et le contenu qui est purement généré avec l'IA sans validation. Le contenu validé est quasiment équivalent à un contenu, de ce point de vue-là, à un contenu généré, écrit par un humain aussi. Mais le contenu généré par l'IA a du coup vraiment va avoir tendance à pervertir, à casser l'intelligence de ces modèles statistiques. Et je vais revenir juste sur un autre point. Le pire danger pour l'IA, c'est l'IA. En fait, l'IA, comme toute vraisemblance, c'est un très bon bullshitter dans le jargon. Le nombre de fois où elle te dit « c'est bon, j'ai terminé la tâche » et qu'elle a fait 10% de la tâche, c'est assez impressionnant. Et une IA qui parle à une IA, en fait, ça finit toujours mal. J'avais une question qui est un peu dans le même sens, c'est le phénomène bien connu du surapprentissage, qui est effectivement, quand vous disiez par exemple que l'IA génère de très bons programmes, effectivement je testais en Python, ça fait des trucs, même avec des commentaires et tout ça, qui est mieux que ce que je pourrais écrire. Et effectivement, si ces trucs-là vont se retrouver sur le net, eh ben, on a le phénomène d'auto-apprentissage et bon, on sait que ça finit par un maximum et puis après ça décroît. On a un phénomène je dirais de réduction de la diversité, donc comment... Alors oui, il y avait une deuxième question. Dans la première partie, la partie de pré-entraînement, c'est une partie automatique. Mais dans la partie d'affinage, finalement, c'est du manuel, donc l'humain intervient. Donc normalement, ça devrait pouvoir créer des postes, ça devrait pouvoir créer des emplois
c'est pas des choses qui peuvent être forcément automatisées de la même manière que la première phase. Merci pour ces questions. Alors, sur la première partie, je ne sais pas si on peut parler de surapprentissage, mais effectivement, le danger qui guette, c'est la standardisation des pratiques, au sens où un nivellement par le moyen. Il y a quelque chose qui marche, et ça va être de plus en plus compliqué de pousser l'innovation, parce que quand on code en Python, on utilise les technologies qui existent, et pousser une nouvelle technologie va de plus en plus se faire à travers l'IA, et il faut que du coup elle en ait conscience et qu'elle soit capable de mettre en place cet élément, et ça se fait sur le temps long avec la création d'une documentation, d'une base d'utilisateurs qui alimente des forums et qui répond aux questions. Cet élément-là est assez compromis par le fonctionnement de l'IA, et on va avoir tendance à figer des technologies qui existent aujourd'hui. Mais je n'appellerais pas tellement ça du surapprentissage, qui correspond à un autre élément dans le terme technique au début de l'apprentissage, enfin pendant la première phase, qui a des effets un peu différents. Et la deuxième question, je viens d'oublier. C'est la deuxième partie. Est-ce que dans la deuxième partie, on peut créer des emplois, finalement, puisque c'est quelque chose de manuel, la partie. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelait Mechanical Turk. Mais en gros, c'est des salariés dans des pays en voie de développement, notamment Madagascar, des pays comme ça, où en fait on va leur poser des questions, des tâches extrêmement simples, et on va leur demander de répondre. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est pas un emploi que vous souhaitez. Passer votre journée à être payé, à répondre, à dire est-ce que la réponse elle est bonne ou pas, et de le faire pour 1 centime à la question, ou 1 centime ou peut-être 1 euro de l'heure, un grand maximum. C'est pas des emplois qui sont bien payés, c'est pas des emplois qui sont très valorisés. Donc, je ne dirais pas que c'est une conséquence positive de la mise en place des IA. Vous nous avez parlé il y a beaucoup de prestataires d'IA qui traitent des volumes d'informations très variés. La planète IA, je pense que c'est du tout, la planète IA a tremblé un peu, il me semble, l'an dernier, lorsque des Chinois ont sorti une IA qui fonctionnait de façon beaucoup plus efficace. La question est un faux, un tox, d'une part, et deuxième question, est-ce que dans ce fonctionnement de l'IA, finalement, il peut arriver des techniques, des méthodes un peu de rupture qui permettent à un challenger finalement de prendre une bonne avance? Alors, si vous utilisez les différents modèles d'IA, vous allez voir qu'ils ont des comportements quand même assez différents sur un certain nombre de sujets. Il y en a qui excellent dans certains domaines et d'autres dans d'autres. Je vais reprendre, moi au quotidien j'utilise Claude, et Claude est très bon en code. Et par contre, si vous demandez de rédiger un document Word ou ce genre de choses, il se débrouille assez mal. Donc, selon les usages, on va utiliser un modèle ou un autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à l'efficacité, on va dire, quand ça revient sur la point de vue énergétique, l'efficacité énergétique. Mon avis sur la question, il est que l'avenir, il n'est pas au gros modèle de langage les ChatGPT et les modèles larges qu'on connaît aujourd'hui. L'avenir, il est au petit modèle, comme celui que je fais tourner sur mon ordinateur, qui est capable de répondre, de faire 90% ou 95% du travail, pour un coût qui est bien inférieur à celui qui est au ChatGPT. Une question. On voit que l'IA peut être très puissant et qu'il faut s'en servir correctement. Et si on essaye de se projeter, et je reviens sur la question par exemple des développeurs pour illustrer en fait le propos, on se dit que toi par exemple tu utilises beaucoup l'IA pour développer, et on se dit que du coup les jeunes développeurs ce sera plus difficile pour eux de trouver une place. Mais si on suit cette logique, à un moment les développeurs qui ont le sens critique
à un moment, ils vont partir à la retraite. Et du coup, les jeunes, ils auront peut-être délaissé cette partie-là ou ils n'auront pas été formés suffisamment pour avoir un sens critique. Du coup, je pousse un peu le truc, parce que c'est des questions que je me pose. Comment on peut finalement anticiper justement pour les jeunes qui arrivent, pour qu'il y ait toujours autant de créativité, etc. C'est une bonne question, ça va être un challenge pour le futur. Après, les IA, elles ne remplacent pas complètement les jeunes, mais en fait, elles rajoutent une barrière à l'entrée qui est quand même assez importante. Il faut en fait avoir mis en place aujourd'hui, pour réussir à être efficace dans l'utilisation de ces outils, il faut avoir mis en place soi-même un certain nombre d'applications pour être capable de se dire il y a des choses qui se sont bien et des choses qui ne sont pas bien. Et avoir cet esprit critique, et ça se fait en étant confronté à la chose. Aujourd'hui, les développeurs, il y en a qui arrivent sur ce marché du travail, qui sont embauchés et qui se forment. Mais là, aujourd'hui, dans mon entreprise, il y en a un, c'est pas toujours facile pour lui. Régulièrement, il va pousser du code, il ne comprend pas ce que le code fait. Et donc on arrive, on lui dit non, c'est pas bon ce que tu as fait. Mais il apprend, et de plus en plus, ses contributions sont constructives et on les intègre de plus en plus. C'est une façon différente de s'intégrer dans une entreprise et de pouvoir trouver sa place. Je pense qu'on va s'adapter sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui. Bonsoir. Petite question toute simple. Est-ce que finalement, l'IA, c'est pas l'apprentissage qu'on retrouve chez des enfants bas âge, en fait, qui fonctionne comme un esprit humain, de manière assez probabiliste? Je pose souvent cette question-là parce qu'en fait, je me dis, il apprend et nous, quand on s'effleure, quand on grandit, on apprend de ce qu'on vit tous les jours, quoi. Il y a beaucoup de similitudes. J'ai un fils d'1 an et demi. Je peux vous dire qu'il y a quelques fois, on se dit, tiens, il y a un lien. La grosse différence, elle est que l'IA, elle a été imbibée d'une connaissance énorme. Mais par contre, elle ne sait pas s'en servir. Et la deuxième question, c'est est-ce que justement le risque qui peut faire peur de l'IA, c'est pas quelque part un appauvrissement de l'esprit humain, quoi, parce que humainement, quand même, on va se reposer de plus en plus sur l'IA, ou alors justement vous parliez on ne va pas supprimer les métiers, mais on va en créer d'autres, parce qu'on va peut-être plus s'orienter sur le comportement, les relations humaines, les soft skills, quoi, en général. Et justement laisser en fait la connaissance à l'IA, quoi. Vous touchez un point essentiel à ce niveau-là. Il appartient à chacun d'entre nous de garder son intelligence et de maintenir dans son usage de l'IA. Elle peut être notre meilleur allié, notre pire ennemi. Si juste on lui pose des questions, on attend, on prend juste la réponse telle quelle, on va déléguer notre intelligence à l'IA et en fait on va se perdre. Si jamais on l'utilise au contraire pour développer notre intelligence, pour répondre à toute notre curiosité, poser des questions pour comprendre comment fonctionnent les choses, en fait, c'est nous qui allons nous retrouver plus intelligents. Donc c'est un couteau de côté. Ayant un peu suivi le débat auprès des auteurs, on peut aussi se demander si l'IA ne nous challenge pas, ou ne challenge pas les auteurs par exemple, et chacun d'entre nous, dans la mesure où elle nous oblige à penser autrement. C'est-à-dire que c'est devenu un super bon élève, qui fait beaucoup d'erreurs, mais qui a des connaissances extraordinaires, avec une certaine manière d'appréhender les connaissances. Est-ce que ça n'oblige pas les musiciens, les auteurs, et chacun d'entre nous, à développer un autre rapport aux autres, vous parlez de soft skills bien sûr, mais aussi à la connaissance même, à trouver d'autres manières de raconter des histoires peut-être. Bon, on verra bien avec
à l'avenir. Et il y avait une autre deuxième partie dans ta question à laquelle je souhaite répondre aussi, qui est que le danger de délaisser les emplois techniques et les laisser à l'IA, c'est un danger et il ne faut pas aller dans cette route-là parce que en fait, l'IA elle fonctionne en vase clos et donc si jamais vous laissez l'IA être autonome sur ce point-là, en fait, on va s'arrêter. On va s'arrêter de se développer, s'arrêter de trouver des nouvelles idées. L'IA, elle ne développera pas la fusion nucléaire, par exemple. Ce n'est pas l'IA qui le fera, il faut réussir à pousser les connaissances au-delà. Le premier point, là, voilà. Notre premier point, en fait, on définit une distribution de la connaissance ou des choses qui sont possibles à ce niveau-là, avec notre corpus de mots. L'IA, elle ne sait pas sortir. C'est à nous de la faire sortir. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant que nous acheminions vers la dernière partie de la soirée, qui se trouve plutôt au bar, avec des bouteilles de Saint-Joseph? Alors, on prend deux dernières questions. Oui, justement pour faire suite à ça, du coup je me pose la question, est-ce que dans l'éducation nationale, je ne sais pas s'il est prévu d'apprendre aux enfants à utiliser correctement l'IA pour rendre les enfants plus intelligents, mais il y a aussi toutes les générations qui sont au-dessus et dont nous faisons partie. On a déjà dû se mettre à Internet, très bien. Mais qui va nous apprendre à utiliser correctement l'IA et quelle structure, enfin voilà, quels moyens? Parce que je pense que c'est assez nécessaire. Merci pour la question. Je vais répondre du coup en deux étapes. La première étape, par rapport aux enfants, je pense qu'aujourd'hui les profs sont bien conscients du challenge. Je leur fais confiance pour y répondre. Ils le voient tous les jours le problème, donc ils essaient de trouver des solutions. Le deuxième point, sur l'adaptation à l'IA pour les aînés, je pense que c'est pas comparable à la révolution Internet, parce que l'IA simplifie énormément les usages. Le challenge principal, il est dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui, garder son esprit critique, garder sa réflexion, ne pas lui faire confiance. Mais à utiliser, il n'y a rien de plus simple. Alors moi j'ai aussi une question. Aujourd'hui de plus en plus de gens utilisent un LLM pour faire des recherches. Et qu'est-ce que vont devenir les moteurs de recherche? Pourquoi va-t-on plutôt chercher sur une IA ou plutôt rechercher par Google? Quel est l'intérêt? Comment peut-on comparer les deux? Alors, je ne suis pas Google, mais je pense que les moteurs de recherche vont être amenés à beaucoup se transformer et quitter leur forme actuelle pour évoluer vers des formes assez diverses. Google a déjà pris le tournant et il a son LLM, donc je ne me fais pas de soucis pour lui. Mais on va changer notre façon de consommer l'information, ça c'est certain. Bien, avant de conclure, je remercie Pierre et de nous retrouver derrière le bar pour goûter un excellent Saint-Joseph. Je passe la parole à Bertrand qui fait partie des équipes des rencontres de Saint-Jean et qui traditionnellement fait une petite synthèse de la soirée. Alors, synthèse. Je ne sais pas si c'est une synthèse, mais disons quelques remarques que m'ont inspiré les propos de Pierre et des questions que vous avez bien voulu lui poser. Alors, première remarque, c'est qu'il y a beaucoup de termes techniques. Moi qui ne connais absolument rien à ces affaires-là, j'ai essayé de suivre, parfois avec un peu de mal, avec le LLM, le RAG, etc. Bon, enfin, visiblement, dans la salle, quand j'ai vu, Philippe a posé la question de savoir combien de personnes avaient utilisé l'IA dans les 5 derniers jours, j'ai vu que quasiment la totalité de la salle avait levé la main, donc j'étais très impressionné par votre haut niveau technique sur l'usage de l'intelligence artificielle. Bon, alors, autre remarque,
il y a ce que caractérise l'IA, c'est l'abondance extrême de l'information qui est gérée par ces mécanismes-là. Donc, abondance extrême de l'information, mais par opposition, intelligence qui n'est pas à ce même niveau de qualité. Donc, grande information, grande quantité d'information, et intelligence peut-être qui n'est pas à cette même hauteur. Alors, une autre remarque qui m'a semblé particulièrement intéressante, c'est cette question du rapport à la vérité. Et j'ai été sensible particulièrement à ce que tu as dit sur l'IA chinois qui ne fait pas référence à la place Tiananmen. Donc ça montre bien effectivement que là, il y a un prisme de ceux qui manipulent ces outils de façon à arriver à un certain nombre de résultats qui sont donc différents suivant des personnes qui les manipulent. Alors, on a beaucoup évoqué les questions d'emploi et de voilà, quelle incidence le développement de l'IA pourra avoir sur les emplois salariés notamment. Alors, Pierre, tu nous as fait une réponse qui était au départ assez rassurante, en disant que bon, ça n'allait pas supprimer beaucoup d'emplois. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de réponses dans la salle, enfin, beaucoup de questions qui étaient plus, disons, au moins nuancées dans cette approche. Et peut-être que si on avait fait cette réunion il y a 50 ans sur l'apparition de la machine à écrire sur les postes de secrétaire, peut-être on est au fond un débat analogue, et on a bien vu effectivement qu'à chaque fois que de nouveaux outils apparaissent, ça entraîne une modification importante de la manière de travailler, et alors peut-être pas toujours une suppression de postes, mais en tout cas un déplacement des postes vers d'autres activités. Alors, pour revenir à la question, au fond, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Il y a quand même beaucoup d'éléments qui poussent à apporter une réponse positive à cette question. Alors, par exemple, il y a sur la question de la régulation, tu as évoqué la nécessité de réguler, mais au fond, on a un petit peu l'impression que les pouvoirs publics sont un petit peu à la traîne sur les réponses qu'il faut apporter sur la régulation. Il y a aussi sur la question de l'enseignement, plusieurs d'entre vous ont évoqué la question de l'école, comment est-ce que l'école pouvait répondre à cette nécessité de former les élèves à ces nouveaux outils, et on sent, semble-t-il, que l'école, d'après ce que tu nous as dit, n'était pas encore tout à fait au point sur la réponse à apporter. Il y a un autre élément aussi d'inquiétude qu'ont évoqué 2 ou 3 personnes, c'est sur la consommation d'énergie. Même si, effectivement, en France, on est bien placé pour avoir une production d'électricité importante, mais il y a quand même effectivement une question sur les consommations extrêmement importantes qui sont provoquées par ces outils. Et puis, enfin, je poursuivrai en disant que il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu nous as dit, c'est, au fond, c'est que l'IA est le pire ennemi de l'IA elle-même. Donc voilà, ça indique qu'il y a un rapport entre l'IA et ce que ça peut nous apporter qui n'est pas encore tout à fait clair. Et puis, au fond, pour répondre peut-être à nouveau sur la question de la peur de façon un peu inverse, c'est sur le conseil que tu nous donnes. Garder un esprit critique. Donc ça, c'est quelque chose qui doit se développer entre nous. Et puis que, au fond, un bon usage de l'IA permet d'être plus intelligent. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait rassurant. Et pour conclure, je dirais rappellerai que tu nous as dit que l'IA ne pouvait pas être notre ami. Alors ça, effectivement, je crois qu'il vaut mieux aller aux rencontres de Saint-Jean. Et là, vous avez bien fait de venir ce soir et je vous invite à venir prendre un verre avec nous.